Bonsoir à tous. Pour cette 200e émission de Bouillon de Culture, merci pour votre fidélité, merci beaucoup. En direct, un invité exceptionnel, tout simplement parce que son palmarès d'acteur de cinéma est exceptionnel et aussi parce que la Cinémathèque, dans un mois, va lui rendre un hommage mérité en présentant 52 de ses films. Monsieur Alain Delon. C'est peut-être prématuré d'applaudir, il faut peut-être attendre la fin. Non, si. Bon. Et puis alors, c'est aussi une manière aussi pour la télévision de rendre hommage à un acteur dont les films passent très souvent sur toutes les chaînes de télévision. Voilà. Alors, ce qui n'est pas très connu, c'est que la Cinémathèque française et son directeur d'alors, M. Henri Langlois, vous ont rendu hommage il y a 32 ans. C'était en 1964 et vous n'aviez alors que 29 ans. Quel était le sentiment d'Alain Delon pour un hommage aussi précoce à 29 ans, ce qui est, à mon avis, unique dans l'histoire du cinéma? Je vais vous répondre dans une minute, si vous le permettez. Et si vous le permettez aussi, j'aimerais d'abord vous dire deux choses. La première, c'est que je suis heureux de célébrer cet événement en votre compagnie, parce qu'enfin, la 200e de Pivot, c'est un événement, ça n'est pas n'importe quoi et avec n'importe qui. Eh bien, voilà. Bon. La deuxième chose, c'est que je voudrais rassurer d'ores et déjà, d'entrée, vos détracteurs. Pourquoi? Vous imaginez bien quand même qu'après quelques 750 apostrophes et entre les guillemets et 200 bouillons de culture, vous ne vous êtes pas attiré que des sympathies et fait que des amitiés. Oui, je sais pas. Alors je les ai entendus ici, Pivot s'écoute parler, Pivot se prend pour Solzhenitsyn et j'en passe des plus savoureuses. Mais j'ai ouï dire que, quelque part, j'ai même lu ici ou ailleurs, qu'on s'étonnait que quelqu'un d'aussi érudit que Bernard Pivot reçoive pour sa 200e... Un saltimbanque. Voilà. Et en face à face, en tête à tête, un saltimbanque. Voire un inculte. Alors, je voudrais les rassurer et leur dire qu'ils ont raison. Effectivement... Si, mais vous permettez que je m'explique. Oui. Alors, ils ont raison. C'est-à-dire qu'on m'a souvent crédité de bouillonnant d'imagination, j'ai été bouillonnant de vie... J'ai même, au cours de ma vie ou de ma carrière, bu quelques bouillons, qui cela n'était pas de culture, croyez-moi, mais je ne suis pas vraiment ce qu'on appelle, dans le sens de foisonnement, un bouillon de culture. Oui. Alors, je m'en excuse, mais vous m'avez invité, je suis là, et il vous faudra êtes faire bien avec, là, et je suis très content de vous recevoir. ou m'accepter ou zapper. Ah non, mais Voilà. personne ne zappe, au contraire, mais c'est un bon début. Alors, donc au contraire, ils restent là, ils se disent tiens, qu'est-ce qui va se passer, Alors, ça va être formidable. Pour répondre maintenant à Alors votre maintenant, oui, donc première 29 question. ans, la Cinémathèque 32. française. Hein? 32 ans. Vous aviez... J'avais 29 ans, oui, il y a 29 ans. 32 ans. Attendez, 64, 29 ans, on a le même âge, on ne va pas se tromper. Hein. Alors, attendez. Ah, non, mais... Bon, je suis votre aîné de 5 mois. Merci, Ouais. j'en suis ravi. Oui. Bon. Oui. Je ne voudrais pas que ça se voit, mais enfin, je le pense. Écoutez, bon, alors, la Cinémathèque, évidemment, Henri Langlois m'a fait cet honneur il y a 32 ans. J'étais le premier surpris, bien sûr. Alors, je voudrais mettre les choses tout de suite très au clair, très au point. Je pense que je n'aime pas le mot hommage. Je trouve que ça fait pompeux et je ne me sens pas, si vous voulez... je ne me sens pas concerné par ce mot, mais enfin, c'est pour ça que je vais m'expliquer après sur la carrière. Lorsqu'Henri Langlois, en 1964, a rendu cet hommage, donc, je pense que c'était beaucoup plus à l'acteur. J'avais fait à l'époque 8 ou 9 films, je venais 12. de terminer... 12. Je venais de Je suis terminer... imbattable. Hein. D'accord. Je venais de terminer Le Guépard, 12 donc, et le film de Verneuil, Mélodie en sous-sol. Et puis, je me souviens de mémoire, comme ça il a déclaré, Alain Delon, qui fut Rocco pour Visconti, sans lequel l'éclipse eût été différent, et qui a su marquer Plein Soleil. De mémoire, c'est un peu ce qu'il a dit. Donc c'était beaucoup plus pour moi un hommage à un acteur. Bah oui. Aujourd'hui, en 1996, la Cinémathèque française, avec qui je me suis entretenu, avec son directeur Dominique Panini, qui me fait le plaisir d'être ici présent ce soir, et sa collaboratrice Agnès Wildenstein, j'ai voulu que ce soit, si vous voulez, un hommage, puisque c'est moi qui donne le nom, à une carrière. Et pas ni un acteur, ni un personnage. Bon, bah, écoutez, bon, carrière, acteur, ça Non, c'est pas du tout la même chose, parce que un acteur, ça me concerne moins. Moi, ce que je voulais dire, une carrière, je voudrais quand même vous dire que ça ne se fait pas tout seul. Ah ben non, ça je m'en doute. Bien. Alors ça c'était d'ailleurs le catalogue d'il y a 30... en 1964, voilà le catalogue de la Cinémathèque. Alors simplement, je veux dire, les gens disaient mais pourquoi maintenant? Eh bien, il avait fait à ce moment-là, Alain Delon, il avait déjà fait Rocco et ses frères et le Guépard de Visconti, il avait fait L'éclipse d'Antonioni, Plein Soleil et Quelle joie de vivre de Clément et Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil, évidemment. Et alors, je me suis dit, si vous étiez mort à 30 ans, à ce moment-là,
Mais votre gloire sera encore plus grande que celle que vous connaissez aujourd'hui, parce que le jeune acteur c'est évident. foudroyé C'est qui était évident. passé dans 5 ou 6 chefs-d'œuvre, c'était formidable. C'est évident, indépendamment de son talent qui était certain, c'est ce qui est arrivé à James Dean. Oui. Si James Dean n'était pas mort comme il est mort, en 1955 d'ailleurs, on n'en parlerait sûrement pas encore aujourd'hui, Oui. à mon avis. Enfin bref, vous avez peut-être raté peut-être une chose. Vous m'avez interrompu tout à l'heure, si vous Oui. permettez quand même. Oui. Non, je voulais expliquer la différence entre un hommage à un acteur et une carrière. Une carrière, ça ne se fait pas seul, ça se fait... D'abord, c'est un concours de circonstances, il y a souvent un faisceau de moments comme ça, je veux dire de conjoncture, et puis ça se fait aussi avec des metteurs en scène, avec des écrivains, avec des auteurs, quelque part aussi avec des acteurs, souvent, puis ça peut se faire aussi par vous-même, par votre talent, votre intelligence professionnelle, votre opiniâtreté, votre volonté, mais ça se fait aussi et surtout avec du public. Moi, je ne connais pas d'acteur, si vous voulez, qui ait fait une longue carrière, qui ait duré et perduré sans public. Alors le public vous a souhaité tel que vous le voulez au début, il vous a suivi, il vous a précédé, des fois il vous aime, des fois moins, mais c'est lui qui fait que vous êtes encore là. Et si je suis encore là, je veux dire ce soir, c'est quand même grâce au public et puis à côté à ce que nous avons fait tous ensemble dans cette carrière. Alors juste, pour lancer cette émission, un très court extrait de l'assassinat de Trotsky de Joseph Losey. Ah oui? Je voudrais savoir ce qui se passe derrière ces yeux si glacés. Voilà, je ne veux pas savoir ce qu'il y a derrière vos deux yeux, je ne sais pas. Mais je voudrais savoir quand même, cette émission voudrait répondre à cette question. Au fond, qui est Delon et au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux yeux bleus d'acier? On voudrait un petit peu répondre à tout ça. Alors, voici comment nous allons procéder. Je vais vous proposer un certain nombre de mots classés par ordre alphabétique sur lesquels je vous demanderai de réagir, quitte à moi ensuite de vous relancer avec des questions. Autrement dit, c'est une sorte d'abécédaire Alain Delon de A à Z. Rassurez-vous, il y aura des mots, des lettres qu'on va oublier parce qu'on ne peut pas tout mettre. Alors, vous avez accepté le principe de cet entretien, je vous en remercie, mais je vous rassure, tous les mots que je vous proposerai, et que vous ne connaissez pas, ce sont les mots de votre famille, de votre tribu, de votre profession et de votre histoire. Et puis, afin de... nous illustrerons évidemment vos propos de quelques courts extraits de films que nous avons gardés en mémoire. Et alors, donc, nous allons commencer par A, évidemment, comme acteur. Et on ira de A comme acteur à Z comme Zorro. Alors, A comme acteur. C'est amusant. Bon. Acteur, c'est mon métier, j'en suis fier. Et j'ai toujours considéré, si vous voulez, que je faisais partie d'une certaine famille et d'une certaine race. Ce que j'appellerais la race des acteurs, ce qui ne fait pas toujours plaisir dans ma façon de l'exprimer à mes confrères. Parce que pour moi, c'est très clair, et je pense que c'était un peu le sentiment de Gabin, donc je l'exprime aussi pour lui ce soir, il y avait les comédiens et les acteurs, sans que ce soit péjoratif l'un pour l'autre, évidemment. Je m'explique très brièvement, parce que si on a 25 lettres de l'alphabet, on n'est pas sorti, on est là demain. Oui. Alors, les comédiens, être comédien, c'est une vocation, c'est un métier. Alors on apprend ce métier, je veux dire que ce soit au cours Simon, au cours Florent, puis après on fait le conservatoire, et puis après, en général, on se dirige vers le théâtre, et accessoirement, on arrive au cinéma après, et on fait du cinéma. Acteur, c'est presque un accident. C'est des gens qui, au début, je veux dire, n'étaient pas faits pour ce métier véritablement, qui ne pensaient peut-être pas même le faire, et puis qui, un jour, pour un concours de circonstances, ont mis leur personnalité, forte en général, au service de ce métier-là. C'est le cas de Gabin, qui n'était pas un acteur de formation. C'est le cas de Gabin, qui était un militaire, qui faisait du cafecon. C'est le cas de Ventura, découvert par Gabin, qui était lui, catcheur, qui venait de se casser, qui était plus bon pour le catch et qui ne savait pas quoi faire. C'est le cas de Burt Lancaster, qui vient du cirque, qui a commencé sa carrière à 40 ans. C'est le cas de beaucoup de gens comme cela. Donc c'est une race tout à fait à part. Et c'est, si vous voulez, le principal distinguo entre le comédien et l'acteur, sans que ça ne soit du tout péjoratif. Vous n'avez aucun diplôme? De comédie? Non, je ne sais pas. Mais j'ai jamais fait d'école, moi, de comédie. Non, absolument pas. Donc vous n'avez pas de CAP de comédien? J'ai pas de CAP de comédien. J'en ai d'autres, mais j'ai pas celui-là. Vous avez un CAP de quoi? J'ai mon CEP. Un CEP? Tout ce que, oui, je suis parti juste après. Oui. Oui. Alors, combien de films comme acteur au total, ça fait combien? De 80 des poussières. 80 des poussières. Et comme metteur en scène? 2. Oui. Alors, est-ce que, parce que vous avez joué parfois des rôles très très forts, je pense à Rocco, à Ripley, au Samouraï, à Monsieur Klein, est-ce que vous avez l'impression que ces rôles, parfois,
vous ont, au moment, dans l'instant où vous les viviez, vous ont marqué psychologiquement? Non, j'ai rarement et pratiquement jamais été marqué par un rôle psychologiquement, non. Mais alors ça veut dire que si vous aviez fait 80 films qui ne seraient pas ceux que vous avez faits, vous seriez le même homme? Je ne serais pas le même homme parce que par ces 80 films, à travers ces 80 films, je pense avoir vécu 80 vies différentes. Parce que chaque film est une vie, chaque film est une aventure et chaque film est une part, une tranche de votre vie. Absolument, mais pas comme vous l'avez entendu ou laissé entendre. Ah oui, mais il y a quand même une modification intérieure, peut-être même à votre insu de ces films parfois. Moi, je pense quand on ça ne m'a pas profondément et foncièrement changé. Je veux dire, quand vous étiez depuis la petite enfance. Quand vous jouiez Rocco, qui était un jeune homme bon, est-ce que vous n'étiez pas plus bon que d'habitude? Et quand vous avez joué Ripley, qui était un cynique et un salaud, vous n'étiez pas un peu plus cynique que d'habitude? Non, parce que c'est le propre de l'acteur, tel que je le conçois moi, qui est, je veux dire, d'acteur qui fait partie de ma famille, d'acteur caméléon, capable de changer comme ça de personnage, capable de s'inscrire dans un personnage, d'entrer dans un personnage comme dans un costume, et de vivre. Les acteurs, la différence générale élémentaire entre les comédiens et les acteurs, c'est que les comédiens jouent et que les acteurs vivent. Entre jouer un rôle, interpréter un rôle et le vivre, c'est tout à fait différent. Ce soir, par exemple, en face de vous, je ne joue pas, je vis. Voilà. Les comédiens aussi. Non. Je ne suis pas sûr que les comédiens seraient tous de votre avis. Mais enfin, peu importe. Je ne suis pas là pour qu'ils soient de mon avis. Oui. Quand vous plongez dans votre mémoire, est-ce que vous faites une distinction très nette entre le cinéma et votre vie personnelle, votre vie privée, entre la fiction et la réalité? Ou est-ce qu'elle s'interpénètre dans votre mémoire? Il y a toujours une interpénétration, c'est évident. À mon avis, beaucoup plus sur les femmes que chez les hommes, pour les femmes que pour les hommes. C'est pour ça que j'ai déclaré un jour que c'était un métier très difficile et trop difficile pour les femmes. Mais je veux dire, c'est une question d'équilibre, c'est une question de formation, une question d'éducation, puis une question de caractère et de tempérament. Non, quand vous parlez des femmes, je pensais à interpénétration tout simplement parce que je pense à Romy Schneider. Mais justement, je pensais à Romy qui m'expliquait... Ou Mireille Darc, elles ont... fiction et réalité se sont mélangées là, chez vous. Non. Pourquoi donc? Si, parce que... Faites allusion à quoi? Vous avez été... Ça n'a rien à voir, je ne parlais pas de ça. Non, Romy, par exemple, m'expliquait... Bon, Romy avait de grands et de profonds moments de détresse, comme ça. Elle m'expliquait que c'était très difficile, quelquefois, de quitter le plateau en étant l'impératrice Sissi et de se retrouver chez soi avec un problème de gaz, de facture... c'est ça qui est rigolo dans la vie. Et le lendemain... C'est ça qui est rigolo dans la vie. Oui, vous n'avez jamais été l'impératrice Sissi sur un plateau, encore. Non, mais le problème de gaz, j'en ai eu. Ah bon, d'accord. Alors, et puis le lendemain, repartir comme ça et se retrouver sur un plateau adulé, adoré, servi, choyé. Il faut un équilibre très fort, en général. Et ce n'est pas par hasard que toutes ces femmes dont on parle et qu'on a beaucoup aimées sont toutes parties, pas forcément de leur plein gré. Alors, est-ce que j'ai raison de dire « Ah, comme amour » ? Ah oui. Oui, parce que l'amour a motivé toute ma vie. Je veux dire, l'amour de mon métier, et d'abord l'amour tout court. Je me sens quelque part débiteur de l'amour, parce que je suis moi-même un enfant de l'amour. Donc ça, c'est à ma naissance. Et comme enfant de l'amour, j'ai senti cette pénétration en moi de l'amour toute ma vie. J'ai quelqu'un qui a eu la chance d'avoir beaucoup été aimé, et j'ai beaucoup aimé moi-même, et je veux dire, l'amour est une motivation. C'est-à-dire à la fin de votre vie, vous pourrez dire, l'amour a été, avec le cinéma, la grande affaire de ma vie? Je pourrais dire ça, mais je dirais plus beau, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est bien dommage, je dirais, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé. Ouais. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. C'est ce que je souhaite un jour avoir sur ma tombe comme épitaphe. C'est d'Alfred de Musset, la réplique de Perdiccas. Mais vous êtes par rapport à nous, les gens ordinaires, les hommes ordinaires qui vont courir après les femmes pour en être aimés. Mais si. Est-ce que vous, ce sont les femmes qui, toute votre vie, vous ont couru, et même dans votre enfance, vous ont couru après? De ce point de vue de l'amour, vous êtes un extraterrestre, là, quand même, non? J'ai peut-être eu dès le départ plus de chance que les autres. Ça n'est pas une chance qui peut forcément durer, je veux dire, mais c'est pas un grand événement. Oui, enfin bon. Et dès l'instant où on ne peut pas faire la différence, le problème c'est la comparaison. Dès l'instant où on ne peut pas comparer, il ne vous manque rien. Alors, j'ai jamais été malheureux de ce côté-là. Ah oui, ça je m'en doute. Bon. Oui, il y a une pointe de jalousie là. Bon, alors B comme beauté. Je l'avais compris. B comme beauté. Non, mais on va y venir à la jalousie. B comme beauté. Alors, un souvenir personnel. Ouais. En 1957, j'avais 22 ans. Vous en aviez aussi 22 ans. Je vais donc au cinéma voir un film d'Yves Allégret qui s'intitule Quand la femme s'en mêle. Ouais. Et alors, vous n'étiez pas du tout célèbre à cette époque puisque c'était votre premier film. Alors, je vois ce film.
Et je dis, oh putain, mais qu'est-ce qu'il est beau ce type. Alors déjà, un peu la jalousie. Puis alors après, les films sont venus, je les ai tous vus. Et alors, la mère, la sœur, les cousines, les petites amies, disent, on t'a vu de long, etc. Enfin, je veux dire, alors, qu'est-ce qu'il est beau, etc. C'est bon, il n'y a pas que moi qui ai dû, je dirais, soutenir votre beauté, etc. Ça a dû en faire bisquer plus d'un quand même, non? Je ne sais pas, je vous écoute. Oui. Écoutez, bon, je voudrais d'abord qu'on sache bien que ce n'est pas de ma faute. Non. C'est à ma mère que je dois ça. Bon, je l'ai toujours dit. Bien. Alors, bon, elle m'a doté d'un physique, disons, favorable. Bon, ben, merci maman, Dieu merci, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, Alors, mais... effectivement, si vous voulez, professionnellement, dans la vie, c'est autre chose. Professionnellement, ça peut servir un certain temps, mais ça ne suffit pas pour durer, ça ne suffit pas pour aller au-delà. Bien. Ce qui m'importait, moi, dès ma jeune enfance, où je me suis aperçu, si vous voulez, que j'avais cette petite différence qui fait que c'est pas ce qu'on appelle l'égalité des chances, et c'est pour ça que je ne comprends rien à l'égalité des chances, parce qu'au départ, nous n'avons pas tous les mêmes chances, et dans ce cas présent, c'est une chance supplémentaire, c'est un fait, c'est vrai, et pas seulement du côté masculin, mais aussi du côté féminin. Oui. Convenons-en. Bon, la fille qui vient de Vesoul monte à Paris, c'est pas la plus laide. Bon. Alors, ce qui m'importait à l'époque, si vous voulez, où ma vie était comme ça, assez bousculée, assez mouvementée, aller de collège en prison, de collège en pension, c'est pas un lapsus, de pension à l'armée, etc. Ce qui m'importait, si vous voulez, c'est de ne pas être synonyme de la chanson de Brel. Beau, beau, beau et con à la fois. Je dirais, je crois qu'à cette époque-là, j'ai tellement vécu fortement avec le physique que m'avait donné la nature. J'en ai oublié d'être con. Je suis désolé, il faudra faire avec. Oui, mais c'est bien. Alors, mais est-ce que, au fil des années, quand on vieillit, est-ce que la beauté ne devient pas un handicap pour jouer Alors, curieusement, c'est assez marrant ce que vous dites. Moi, la beauté a plutôt été un handicap à mes débuts. Ah bon? Oui. Ah bon, ça n'a pas l'air. Si, parce que... Quand on voit votre palmarès... Non, mais ça n'a rien à voir avec mon palmarès. Je veux dire, les gens qui me connaissent, les gens qui m'aiment bien, il y en a encore quelques-uns, mais il y en a même beaucoup ici dans cette salle ce soir, vous diront qu'ils me considèrent, puisqu'on parle d'un canon critère de beauté, plus beau aujourd'hui qu'en 1960. Ah oui. Alors, je ne sais pas pourquoi votre famille entière pensait que j'étais vraiment ce qu'il y avait d'exceptionnel. Attendez, je vais vous donner la preuve. Hein. Oui. Alors, parce que de ce film, quand la femme s'en mêle, je n'ai gardé aucun souvenir. Oui. Je ne me rappelais pas l'histoire. Sauf que je me rappelle très bien, alors que je n'ai pas une très bonne mémoire, je me rappelle très bien que vous jouiez le rôle donc d'un tueur, une sorte de garde du corps. Et je me rappelais, c'est la seule scène dont je me souvenais, c'était une scène qui se jouait dans une pâtisserie. Avec Sophie Daumier. Et Françoise Chadaillac, notre documentaliste, a retrouvé cette scène dans la pâtisserie avec Sophie Daumier. On regarde. Ok, on en parle après, vous allez voir. Vous êtes servi, monsieur. Qu'est-ce que vous attendez? Que ça refroidisse. Un petit moment, s'il vous plaît. Le temps se gâte. On devrait interdire l'échappement libre à Paris. Ouais, vous étiez pas mal, hein, quand même. Bon, hein. écoutez, on ne va pas jouer un jeu parce que je crois que vous allez perdre. Ok ? Donc on va passer la main et on parlera d'autre chose. Parce que si vous prenez la salle ici ce soir à témoin, et si vous leur demandez s'ils me préfèrent physiquement là, en critère canon de beauté, et à ce soir, je pense pas que vous allez parce gagner. qu'ils sont tous de votre âge. Mais pas du tout. Bon, enfin, écoutez. Mais pourquoi vous ramenez tout à vous? C'est pas parce que ils n'ont pas votre âge. En fait, c'était pas mal. Il y avait Servette, Louis Feuillère, Bernard Blier, etc. Et je crois même que c'est la première scène que vous avez jamais jouée au cinéma. C'est la première scène. C'est extraordinaire. C'est la première scène. C'est celle dont je me souvenais. C'est inouï, quand même. Je voudrais quand même ajouter quelque chose, si je peux. Oui. C'était une autre époque. C'était en 1957 et c'était un autre cinéma. C'était l'époque de ce qu'on appelait les jeunes premiers. Les jeunes premiers devaient avoir 20 ans, avoir un physique favorable à la caméra et s'exprimer de la sorte. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, quelqu'un qui jouerait comme ça, moi, je le fous dehors. Ah bon? Ah ouais. Vous trouvez mauvais? Oh bah écoutez, c'est la limite. Hein. Ah bon? Ouais.
Ah bon, bon, je sais pas. Alors, B comme business. B comme business. Alors, j'emploie le mot business parce que c'est vrai que votre griffe est vendue. Il y a des produits qui portent votre griffe qui sont vendus dans le monde entier, surtout en Asie. Bon, vous êtes devenu homme d'affaires simplement pour votre argent, pas pour gagner de l'argent, simplement. Alors, si vous dites business, justement, dans le style, dans le côté businessman, homme d'affaires, je ne suis pas du tout un homme d'affaires. Je suis un homme d'idées, je suis un homme de conception, je suis un homme de plein de choses, mais je ne suis pas un homme d'affaires dans le sens même de businessman, homme d'affaires. J'en ai pas ni la formation, ni le temps, ni l'envie, ni le courage, et ça ne me plaît pas. Mais par contre, j'ai des gens. J'ai des gens qui sont, je veux dire, je délègue, j'ai des gens qui sont, eux, des hommes d'affaires, j'ai des gens qui sont des avocats d'affaires, j'ai des gens qui sont des marcheurs d'affaires et qui font ces choses-là Alors, pour qui moi. vendent quoi? Des parfums portant votre nom? Alors, ça n'a rien à voir. Ça, c'est dans tous les pays, dans le monde entier, d'ailleurs, pratiquement sauf en France, puisque nul n'est prophète dans son pays. J'ai une différente marque comme ça que je fabrique sous licence, en Chine aussi. Et parce que j'ai. Au Japon, ça se vend. Vous êtes très. Oui, célèbre, certaines très choses, oui. Est-il vrai qu'il y a des moins. cigarettes Alain Delon? Oui, il y a des cigarettes Alain Delon, oui. Ah, il y a des cigarettes. Oui. Je vous en enverrai un paquet, Ah une oui. cartouche. Oui, d'accord, des cigarettes Alain Delon. Alors, bon, c'est évidemment comme cinéma, ça me paraît normal. Est-ce que, pour vous, le cinéma est un art aussi important que la peinture? Non, pas du tout, pas du tout. C'est le 7e d'abord. Ça n'a aucun rapport à voir ni avec la peinture. C'est un art, pour moi, c'est un art populaire, mais c'est surtout un art populaire, tout à fait. Et c'est surtout un art, si vous voulez, à mon avis, au niveau des auteurs et au niveau des réalisateurs, des grands metteurs en scène dont je vous parlerai tout à l'heure. Après, c'est une forme vous aurez M comme metteur en scène. C'est une forme de spectacle. D'accord. Oui. Mais alors, est-ce que, d'après vous, on a raison de faire la distinction entre cinéma d'art et d'essai, cinéma populaire, c'est-à-dire d'opposer les clips à Zorro, d'opposer, je ne sais pas, M. Klein à trois hommes à abattre, etc. Je crois qu'il y a plusieurs formes de cinéma comme cela, comme il y a plusieurs formes de public. Et quand on essaie de contenter ou d'approcher tout le monde, il faut faire des cinémas différents. C'est vrai que M. Klein n'a pas forcément la même écoute que Zorro et que Plein Soleil n'a pas la même écoute que pour La peau d'un flic. C'est vrai, mais il faut un petit peu faire tout. Et c'est justement ce que moi je me suis attaché à faire tout au long de ma carrière, ce qui est très difficile et très délicat, c'est-à-dire d'essayer de toucher et d'approcher tous les publics. Il n'y a pas un public, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'unanimité dans le choix d'un film. Alors, les Cahiers du cinéma vont publier leur 500e numéro avec Martin Scorsese en couverture, et c'est Martin Scorsese qui a dirigé. Est-ce que vous avez souvent donné des interviews aux Cahiers du cinéma? Un seul dans ma vie. Une seule interview? Qui sortira courant mois de mars, je crois. Numéro suivant. Le numéro suivant. Ça sera votre première interview au Cahiers du cinéma. Première, oui. Donc c'est là où on vient quand même hein? Alors d'ailleurs, moi je vais essayer de réconcilier le cinéma d'art et d'essai avec le cinéma populaire en vous proposant une vraie scène de cinéma populaire. C'est une scène de baiser à Monica Vitti dans un film d'art et d'essai, c'est-à-dire L'Éclipse d'Antonioni. Vous vous rappelez votre premier baiser au cinéma? C'était avec Sophie Daumier, donc La femme s'en mêle, oui, bien sûr. Est-ce que vous vous rappelez votre premier baiser dans votre vie privée? Oui, c'était à ma première communion à Fresnes, oui. Le jour de votre première communion? Le jour de ma première communion, j'étais persuadé d'avoir fait un péché mortel. Ah oui? Il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Ah oui, bah oui, c'est... Oui, absolument. Bon, alors, je vous propose, c'est comme conneries. Je veux dire par là conneries parce que quelles sont les conneries d'aujourd'hui qui vous indignent, qui suscitent votre indignation? Ah bah écoutez, alors quand on parle de conneries, je pense toujours, ça n'a rien à voir avec Général de Gaulle. Vous vous souvenez sa phrase quand il a vu à la libération de Paris sur le char de drone Morocon, vaste programme. Oui. Bon, alors effectivement, c'était vaste programme. Et pour être beaucoup plus d'actualité, j'ai un ami qui me disait il y a quelques jours, il me disait, tu vois, dans le fond, par cette période de crise, c'est pas le pognon qui manque, c'est pas les cons qui manquent, c'est le cash. Oui. Voilà, alors ça, c'est une autre forme de connerie. Moi, je crois que la connerie au XXe siècle, si vous voulez, c'est avant tout la connerie des hommes. C'est la connerie des hommes qui sont incapables de faire une union entre eux, entre nous. C'est la connerie qui engendre les guerres, c'est la connerie qui engendre le génocide, c'est la connerie des guerres. Oui, cela dit, vous êtes quand même engagé à 17 ou 18 ans pour la guerre d'Indochine. Je ne vous ai pas dit que ce n'était pas une connerie. Oui.
Donc ça, C'était intéressant sur un plan personnel, mais moi, à l'époque, je ne savais pas vraiment très bien ce que je faisais, mais je l'ai fait de plein gré, totalement, comme je l'ai souhaité. Mais est-ce que, sinon des conneries, vous avez commis des grosses bêtises après, pas dans votre jeunesse, vous en avez commis pas mal de bêtises dans votre jeunesse, mais quand vous êtes devenu un grand acteur, est-ce que vous avez continué de faire des bêtises? Vous voulez personnel, professionnel Je ou sais quoi? pas, ce que vous Non, voulez. pas Non, vraiment. pas tellement. Ça m'est arrivé comme ça, mais je crois que tout le monde, dans son parcours, fait plus ou moins des conneries. Alors, dès comme duo... Je voudrais, si vous permettez, Oui. je voudrais juste faire une parenthèse pour C. Je voudrais vous dire simplement, en 10 secondes, je voudrais dire C comme Chaumette. C'était un grand acteur, une voix admirable. J'ai fait quelques petits parcours comme ça avec lui tout au long de ma vie et je ne l'ai jamais regretté. Il a donné sa vie pour le théâtre et toute sa vie. Et il nous a quittés il y a 2 jours. Dernièrement, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pour le 25e anniversaire de la mort du général de Gaulle. J'ai eu la chance de lire un texte du général avec lui-même. Il nous a quittés il y a 3 jours, François, et déjà il nous manque. Merci pour lui. Je ferme la parenthèse. Merci pour lui. Alors, dès comme duo, je veux dire, dès comme duo d'acteurs, alors c'est vrai que vous avez des duos avec Simone Signoret, avec Gabin, Gabin, avec Ventura, enfin vous en avez plein, Lancaster, bien d'autres. Mais je vous pose la question parce que j'ai retrouvé cette définition de Groucho-Marx. Groucho-Marx disait, voilà cette définition du film de guerre. Film de guerre, selon Groucho-Marx, égale rencontre sur le plateau de 2 stars rivales. Oui, ben c'est une définition, oui, c'est la Ça n'a sienne. pas l'air de faire rire beaucoup de gens. Non. Vous ne trouvez pas ça drôle? Non, non. Film de guerre égale rencontre sur le plateau de 2 stars rivales. Ça vous fait pas rire? Non. Ben, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ben, je suis ravi. Je suis ravi. Mais en disant ça, ça les fait rire. C'est bizarre, ça. Moi, oui, non. Alors, écoutez, le cinéma est plein d'histoires où dès qu'il y a 2 stars qui vont jouer sur le plateau, c'est la guerre, etc. Le cinéma américain, on est plein d'histoires comme ça. Mais le cinéma français aussi. Mais c'est pas vrai, ça. C'était. Comment? Mais non, plein de guerres entre eux, vous voulez dire? Oui, bien Mais sûr, non, mais c'est pas plus l'arrivée. qu'à la maison, pas plus contre les couples, pas plus contre les enfants, les parents, mais pas du tout. C'est pas vrai. Le cinéma, c'est plus simple que ça. Les cahiers du cinéma et l'Institut Lumière, non, c'est l'Institut Lumière et Actes Sud publie les mémoires de Gréville. Et il est intitulé 35 ans dans la jungle du cinéma. 35 ans dans la jungle du cinéma. Donc c'est quand même une jungle. Mais non, mais alors expliquez-moi comment on peut rester 35 ans dans une jungle. Il faut en sortir très vite. Parce qu'on est un lion. Mais non, mais pas forcément, parce qu'on aime ça, parce qu'on s'y sent bien, parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres et que c'est dans la jungle, dans cette jungle-là, qu'on préfère évoluer, qu'on préfère vivre. Sinon, on ne reste pas 35 ans dans une jungle. Mais c'est vrai qu'on vous a souvent opposé, par exemple, à Jean-Paul Belmondo. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est des trucs de journalistes, c'est des trucs de médias, c'est pour faire vendre du papier. Enfin, c'est pas nouveau. Ça existe tous les jours à propos de n'importe qui. C'est pas vrai. Vous n'avez jamais été, il n'y a jamais eu de guerre sur des... Mais il n'y a jamais eu de guerre sur les plateaux. C'est pas pour ça qu'on fait du cinéma. Il y a eu des mésententes, il y a eu des disputes quelquefois, il y a eu un meuble plus fort que l'autre, mais il n'y a jamais eu de guerre entre quiconque. Pas en ce qui me concerne, et pas en ce qui concerne celui que vous avez cité, Jean-Paul Belmondo et moi. Pas du tout. Ouais, j'ai accepté. Alors, figurez-vous qu'on a retrouvé la première scène où avec Oui. Belmondo, vous êtes ensemble. C'était en 1900. Sois belle et tais-toi. C'était Sois belle et tais-toi, Ouais. votre deuxième film, Ouais. et de l'autre Allégret, c'est-à-dire Marc Marc Allégret. Allégret. Attends. Pierrot Olga, c'est formidable, comment on a fait? Oui, ma punaise. Mais je ne me suis pas tirée seule. J'ai promis à ma copine qu'on la planquerait avec nous. Elle a fait tout le travail. Régulière? Bon, mais pas un mot sur le business, hein. On vient vous chercher. En scooter? Mais pas question. On va se faire retapisser à tous les croisements par les flics. Trouve une tire. Une chignole? Mais t'es pas un peu dingue, j'en ai pas. Madame veut circuler en baignoire. On pourrait étouffer l'attraction à Raphaël pour une tombe ou deux. Raphaël nous doit bien ça, non? Correct. Bougez pas, je traverse le mur du son et j'arrive. À tout de suite. Voilà. Et oui, il y a quand même 2 jeunes acteurs qui ont fait fait du chemin depuis, dans une petite scène. Ouais. Mais vous êtes déjà plus la vedette que... Je sais pas. Oui, si, non, mais j'ai regardé la fiche, vous pensez bien. Ouais. Non, je suis incollable, je vous ai déjà dit. Ouais. Bon, alors, autre duo, duo très, très émouvant. Je vous demande vraiment de regarder, c'est avec Simone Signoret, votre duo dans La Veuve Coudert de Pierre Granier de Fer. C'est quoi votre métier? Je devais être médecin. Et pourquoi vous l'êtes pas? Parce que je sors du bagne. Non, je comprends rien. Vous avez tué quelqu'un? J'étais très jeune. Et maintenant, vous voulez plus être docteur? Maintenant, je veux plus rien. Si. Je veux du soleil. Plus du vin. Des
Ça a toujours été un grand bonheur de donner la réplique à Simone, soit dans La Veuve Coudert ou dans Les Granges Brûlées. C'est un personnage exceptionnel et magnifique. Ouais. Je voudrais signaler que le Pépé qui dort derrière, c'est Jean Tissier. Oui, c'est très important, Jean Tissier. Alors, les duos quand même. Oui. Je voudrais vous dire une chose. Bon, il y a les duos d'acteurs, ça c'est un duo d'acteurs. Mais ce qui est beaucoup plus important, et je vous le dis très en passant, c'est que dans ma carrière, le vrai duo, qui est un duo qui dépasse le duo d'acteurs, qui était un duo de vie, de carrière, je veux dire, c'est Belmondo et moi-même. Parce que ça fait 40 ans, je veux dire, qu'on court ensemble. Et on ne court pas le 100 mètres tout seul. Et je suis sûr que sans Jean-Paul, sans moi, Jean-Paul n'aurait pas fait la même carrière, et vice-versa. C'est absolument évident. Et ça fait pratiquement... Donc il y a une émulation, il y a une concurrence. Mais parce que depuis maintenant, c'est un marathon qu'on a couru ensemble. 40 ans, 42 kilomètres, presque 1 kilomètre par an. Et on s'est, au cours de notre carrière, au cours de notre vie, je veux dire, indépendamment de Borsalino, on s'est dépassé une fois, l'autre était en retrait, puis on s'est repassé, puis on s'est fait un croc en jambe, et puis on s'est jeté un coup de coude, etc. Et finalement, au bout du marathon, qui va gagner, à votre avis, au 42e kilomètre, le marathon ? Moi, je suis sûr qu'on va le passer, la ligne, tous les deux mains dans la main ensemble. C'est ça qui est beau, parce que ça, c'est une vie, Jean-Paul et moi. J'ai pas l'impression que vous avez une petite tête là, sur lui, là, à cause de cette émission là. Une petite quoi ? Une petite tête d'avance, là, à cause de cette émission. C'est pas grave, je l'attendrai, on passera quand même la ligne d'arriver main dans la main. Alors, comme échec, est-ce que vous avez ressenti durement des échecs commerciaux, j'entends, comme par exemple M. Klein de Lezay ou bien le professeur de... Oui. Est-ce que ça Oui, beaucoup, oui. Alors, pas au niveau du spectateur, au niveau de l'échec commercial, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, bon, c'est des films dans lesquels j'ai beaucoup mis, je me suis beaucoup investi, en dehors de la côté commercial, comme M. Klein, par exemple. Parce que ce qu'il fallait comprendre, j'ai expliqué aux gens à cette époque qu'on ne faisait pas des films avec des allumettes, et que ça coûtait cher de faire des films. Et quand, dans l'optique de tout à l'heure, que je vous disais, dans l'optique de rejoindre tous les publics et de toucher tous les publics. On faisait Monsieur Klein, je faisais Monsieur Klein, après Prends ton revolver et couche-toi, je faisais Le Professeur après Zorro, j'ai essayé. Et en général, je faisais des films commerciaux pour me permettre de financer des films comme Monsieur Klein, parce que Monsieur Klein n'existe et n'existait qu'à cause de moi, vous le savez d'ailleurs. Et que lorsque le public ne répondait pas à cette attente, et qu'il nous frustrait d'une part, et qu'en plus il nous faisait faire un échec commercial, c'était dur de repartir et de relancer la machine après. Vous comprenez ? Mais est-ce qu'un échec est aussi durement ressenti par un acteur ou simplement, donc acteur de long? Non, moi ça me motive les échecs. Ou le réalisateur et le producteur en plus, parce que le producteur, il y a du fric. Là, c'était le producteur. Non, mais j'étais moi producteur. C'était tout à fait différent. J'étais producteur et acteur. Non, moi, sans aucune prétention, j'ai pas beaucoup d'acteurs eu d'échecs dans ma carrière par rapport aux 80 films que j'ai faits. J'en ai eu 3 ou 4, si vous voulez, mais je l'assume totalement. Bon. Donc, mais en général, ça me motivait, ce genre d'échec, parce que moi, j'aime bien, je veux dire. Mais où là, c'était difficile, c'était dans des films comme ceux que vous avez cités, parce qu'ils étaient faits pour permettre, je veux dire, avec l'argent des autres. Et si l'argent ne revenait plus, on ne pouvait plus faire les autres. Alors, plusieurs E. Je vais d'abord vous proposer E comme O, mais avant E comme O, comme la mer, mais d'abord 2 extraits de films, alors qu'eux, on n'a pas des échecs qui sont des triomphes. C'est d'abord La piscine de Jacques Deray et Plein soleil de René Clément, et on va vous voir, vous, le mauvais garçon, régler son compte dans les 2 fois, un excellent acteur, à Maurice Ronet. Même si vous arriviez à contrefaire ma signature, vous ne pourriez jamais reproduire toute une lettre. Mais si, j'ai votre machine. Rien n'est plus facile que d'identifier les caractères. Et si je la fous au jus? Ah, ah! C'est pas très gentil, ça. Elle est à vous.
Mais en vérité, c'est vous qui deviez jouer le rôle de René. Et c'est lui qui devait jouer Ripley. Vous rappelez tout. Oui. Là, vous voyez, quand je regarde ça, je trouve ça admirable. Et c'est là où, comme je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure, je veux dire, je suis un élément, moi, là-dedans. Quand vous voyez cette scène-là, mise en scène par Clément, qui est prodigieuse, fabuleuse, l'acteur est un élément. Donc c'est un élément du film qui est un élément de ma carrière. Une carrière ne se fait pas seule. Vous en avez la preuve ici. Je veux dire que ce soit cette scène insoutenable dans le film de Deray aussi. Oui, d'accord, mais c'est vous. Quand on vous avait proposé le ça n'a rien à voir, ça. Oui, non, mais d'accord, mais vous avez très bien... Clément se trompait, et vous avez dit, non, moi je veux jouer le rôle de Ripley, c'est ça mon rôle. Et il n'était pas d'accord, et c'est vous qui l'avez convaincu. Puisque vous insistez, je vais vous le raconter. Oui. Oui, effectivement, Clément s'était trompé, les producteurs aussi, j'étais casté pour l'autre rôle. Voilà. Et puis, comme j'étais un jeune débutant, un jour, il y a eu une réunion avec Clément et les producteurs, et j'ai laissé parler mon tempérament, ma personnalité, et j'ai dit, mais vous êtes tous en train de vous courir, c'est pas ça pour moi, parce que moi c'est comme ça, lui c'est comme ça, et je ne peux pas, vous pouvez pas faire, vous êtes en train de faire une connerie. Je me suis fait insulter, comme je ne vous dirai pas les mots, par les producteurs Robert et moi Hakim, pour qui j'avais la plus grande admiration. René Clément était pâle dans un coin, il s'est dit, le film est terminé, et d'un seul coup, au fond de la salle, il y avait celle qui était tout pour René Clément, qui était la tête, et Dieu sait qu'elle était brillante, Bella Clément, et on a entendu « René chéri, le petit a raison ». Et tout s'est arrêté là, et le film est ce qu'il est. Ben oui, donc comme quoi, aussi, l'acteur... Alors, l'eau semble vous réussir quand même, voilà de l'eau, vous aimez la mer, vous aimez l'eau. Je déteste la mer, je déteste l'eau. Ah bon? Je suis malade comme un chien en mer, et voilà. Ouais. Alors, je me souviens très bien du tournage de Plein Soleil, ça a été épique. Le soir, je rentrais, j'étais dans un état, je ne vous dis pas. Normalement, on tournait les scènes comme ça, on attendait que je sois mieux. On me disait, Alain, c'est quand tu veux, c'est prêt, je l'ai tourné. Bon, le Deray, c'est tout à fait différent. Une piscine, je suis quand même pas malade dans une piscine. Oui. Mais à cause de Plein Soleil, je me suis juré de ne plus jamais faire un film sur la mer. Et c'est à cause de cela que j'ai refusé le crabe-tambour de Schoenderfer. Quand on m'a dit 2 mois en mer du Nord, j'ai dit 100 mois, s'il vous plaît, merci. C'est terminé. J'ai déjà donné... Vous le regrettez ou pas? Le crabe-tambour? Oui. Ah, bien sûr. Ah. Mais je ne regrette pas de ne pas y avoir été, parce que souffrir à ce point-là est bon. Bon, comme égo, EGO. J'avais compris. Oui. Si vous faites allusion au culte de soi, c'est ça. Je pense que ça fait partie, je veux dire, de la panoplie des comédiens et des acteurs. Je ne me sens pas vraiment visé. Si ce que vous pensez, je crois qu'il y a beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui a le culte du moi. Et je crois que dans la profession, il y a de mes confrères beaucoup plus en avance que moi sur ce sujet. Absolument. Un ego plus volumineux. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais je vois Libération ce matin, qui présentait l'émission, disait il évoquera donc Alain Delon à la 3e personne s'il se montre à la hauteur de sa légende. Ça, c'est des conneries, ça. Vous l'avez écrit vous-même dans un article en 1964. Je veux dire, j'avais plusieurs casquettes. Bon, et je parlais, lorsque j'étais producteur et metteur en scène, je parlais de l'acteur Delon que j'avais engagé. Et je dis, on va demander à Delon de faire ça, puis il le fera bien, vas-y, j'en dis. Et c'est parti, évidemment, ça a été tourné en dérision, en ridicule. Et maintenant, ça permet, d'une certaine façon, et dans un certain domaine, aux Guignols d'exister un petit peu avec moi. Puis c'est très bien, je suis chez eux, je fais partie de leur panoplie, c'est très bien. Mais ça, c'est les choses caricatures qui sont tout à fait... Vous l'évoquez, c'est vrai qu'en 1964, il y a donc 32 ans, j'étais jeune journaliste au Figaro littéraire. J'avais été vous voir dans un studio de Saint-Maurice, où vous tourniez L'Insoumis d'Alain Cavalier. Et c'est vrai que j'avais suivi, on avait bavardé pendant quelques heures, et j'avais assisté à une scène extraordinaire, c'est-à-dire que, au moment où vous avez tué, flingué le pauvre Georges Géret, et puis après, il y avait une scène où vous traversiez une vitre avec vos mains, et c'était une vraie vitre. Ils avaient oublié d'en mettre une fausse. Et vous vous êtes coupé les doigts. Et alors, le sang a giclé, on était tous étonnés. Et vous avez été transporté à l'hôpital, où on vous a mis des points de suture. Ouais, et là, le témoignage, c'est que vous n'avez aucune plainte, vous n'avez pas gueulé, vous n'avez rien fait, rien du tout. Vous avez été vraiment très, très bien. Je l'ai raconté dans un article que j'ai retrouvé. Mais, mon cher Bernard Pivot, j'étais déjà un samouraï. Déjà un samouraï. Bon, allez. Mais alors, est-ce qu'il y a beaucoup de légendes, j'ai pas mis elle comme légende, mais est-ce qu'il y a beaucoup de légendes qui vous agacent sur vous? Il y en a quand même qui vous agacent, justement, ce type, l'ego, vous avez non, il n'y en a pas beaucoup? Non, je m'en fous un peu. Vous en foutez? Non, ce qui compte, c'est ce que je pense moi, et surtout les êtres qui me sont chers et que j'aime et qui sont proches.
Ben, vous avez quand même une réputation quand même d'être un provocateur, un emmerdeur. Comment un provocateur? Oui. Non, En quoi? pas du tout. Oh ben si, quand même. Non, jamais. Mais je ne suis pas un provocateur, moi. Pas du tout. Bon, je sors pas en mini-jupe ou un provocateur dans quel sens? Non, je sais pas, une provocation, justement. Mais non, pas du tout. En général, en général, je réponds quand on me parle ou quand on m'attaque, mais je ne vois pas où est la provocation. En général, je suis provoqué. J'ai été provoqué tout au long de ma carrière. Et je me suis toujours défendu. Et c'est peut-être ça qu'on me reproche. Alors, il y a G, je voulais vous faire choisir de G comme De Gaulle ou Gabin. J'ai dit, ben, tiens, qui choisissent l'un ou l'autre? Alors ça, c'est pas gentil, alors. C'est pas gentil parce que ça me rappelle un petit jeu qu'affectionnait particulièrement Visconti. Je ne sais pas si vous connaissiez le jeu de la tour. Non. Alors, il aimait ça finissait toujours dans des brouilles incroyables parce qu'il brouillait tout le monde avec tout le monde. Il disait, et voilà, on joue au jeu de la tour, alors je suis là, entre moi et un tel, qui tu jettes? Alors, je jetais toujours l'autre, évidemment. Et puis, arrivait un moment où on dit, écoute, là, je suis désolé, Lucchino, mais je vais vous jeter vous. Et alors là, ça finissait dans la débandade. C'était une espèce de très scorpionnesque et très viscontien de jouer à ce jeu, mais il voulait toujours être le plus aimé, le plus... Alors moi, entre De Gaulle et Gabin, je n'ai pas à choisir, je les choisis tous les deux, parce que c'est d'abord deux des hommes que j'ai le plus admirés pour des raisons différentes et aimés au cours de ma vie et admirés dans mon existence, et c'est des deux hommes que je respecte infiniment, et bon, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Mais si vous aviez à choisir comme père entre De Gaulle, Gabin et Visconti, lequel auriez-vous choisi? Non, c'est pas un jeu auquel je me livre, alors. je veux C'est dire. pas un jeu, bon. Alors, elle, comme lecture, est-ce Ouais. que vous lisez? Je lis peu. J'ai toujours essayé, je lis peu, je dois le dire, mais je lis peu et j'essaie de lire bien. Alors, je ne sais pas si j'y arrive, mais du moins, je m'y évertue. Et vous savez, tout au long de ma vie et de ma carrière, j'ai surtout lu pour le cinéma et été amené pour le cinéma. Alors, j'ai lu des scénarios, bien sûr, en pagaille, et j'ai lu aussi quelques livres intéressants qu'on me proposait pour le cinéma qui se sont faits ou qui ne se sont pas faits. Puis j'ai quelques lectures, saines ou moins saines, qui me regardent et qui me concernent personnellement. Oh, bah, quand même. Par exemple, la première fois que j'ai lu, je vous donnerai quelques anecdotes. Vous avez dit elle comme livre, j'aurais pu vous dire très bien. Alors London, je prends London, qui est un auteur que j'affectionne tout à fait particulièrement. J'aime ses romans autobiographiques et je vais vous raconter une anecdote qui concerne Martin Eden, par exemple, qui est un film que je devais faire, qui n'a jamais pu se faire et qui n'a jamais été fait autre qu'à la télévision. Il y a à peu près 30 ans, une dame m'apporte, dans une édition très ancienne, un livre et me dit, une dame qui m'affectionnait, qui m'aimait beaucoup, je crois, il me dit, tiens, ça, il faut que tu le lises, c'est pour toi, il faut que tu le fasses. C'était Édith Piaf. Ah oui, formidable. J'ai lu Martin Eden et je me suis battu pendant des années pour faire Martin Eden. Ça n'a jamais pu se faire. De la même façon, je vous dirais, par exemple, je vous parle des films qui ne sont pas faits. Drieux-La Rochelle, L'homme à cheval, c'était un des grands souhaits de faire le match. Ça n'a jamais pu se faire. Je vous dirais, ça vous le savez très bien, par exemple, je l'ai lu 2 fois, La recherche du temps perdu, Visconti s'y est cassé la dent, Lauzet s'y a cassé les dents, et finalement on a fait, je veux dire, un Amour de Swann de Schlendorf, qui est simplement un épisode de La recherche du temps perdu, et qui n'est pas du tout l'œuvre complète que voulait faire... Vous êtes d'ailleurs admirable dans le personnage de Charles. C'est gentil de vous le dire, je ne vous contredirai pas. Et... Non, mais je vais vous dire, non, mais là, d'accord. mais moi je vous parle très franchement, je sais que j'ai de l'admiration pour vous. C'est qu'on a regardé des films, on a regardé beaucoup de vos films, et même les mauvais, hein, on a vu des mauvais. Il y en a quelques-uns. Vous avez tourné des nanars, c'est évident. Bon, eh bien, même là, vous êtes bon. Des nanars, c'est assez amusant ce que vous dites. Ça s'appelle des nanars. Non, des navets. Mais non, des nanars aussi, on dit. Oui, navets, nanars, des bides, des... Bon, alors, puisqu'on a lecture, elle comme Bernard-Henri Lévy. Oui, mais attendez, c'est pas... Non, mais il faut aller vite, un peu plus vite, parce que le temps passe. Non, mais il ne fallait pas faire les lettres de l'alphabet. Ben oui, non, mais justement, oui. Bernard-Henri Lévy. Non, je voulais vous dire quand même que j'avais un auteur que j'affectionne aussi, qui est Jean Giono, qui souhaitait, qui voulait que je sois Angelo, qui ne voyait pas d'autre hussard que moi, c'était à l'époque, il y a longtemps, et qui voulait faire Le hussard sur le toit, suivi d'Angelo, puisqu'il y a 2 volumes, vous le savez. Bon, j'aime, je veux dire, que ce soit Roguin, Beaumune ou Le hussard, c'est tout ce que j'aime. Et j'ai un auteur que j'affectionne tout à fait particulièrement, et on va passer à BHL si vous le voulez, dans lequel je me reconnais, qui est Hermann Hesse. Bon, et je veux dire, il est de bon ton, si vous voulez, il est un petit peu aujourd'hui de s'épancher sur Coelho et sur L'Alchimiste, que je trouve tout à fait remarquable, je l'ai lu moi-même, mais je conseillerais à ceux qui ont lu L'Alchimiste de lire ou de relire, par exemple, Siddhartha d'Hermann Hesse, et vous verrez tout à fait. Là, je vous approuve. Parfait. Merci, mon cher confrère. Alors, donc, vous allez tourner le film, la première fiction de Bernard-Henri Lévy au Mexique, où vous êtes, j'ai bien compris, un personnage à la fois Romain Gary et Hemingway, c'est ça? Oui, enfin,
BHL, Bernard-Henri Lévy, BHL c'est plus court et plus facile, a quelque part, si vous voulez, écrit ce scénario en collaboration avec Jean-Paul Endoven, et il en a fait, il a souhaité en faire, voulu en faire, je crois qu'il a réussi, une sorte d'hommage à Hemingway et à Romain Gary. Oui, mais qui enfin, sont deux de ces écrivains auteurs- de qui ces se sont suicidés, hein. Ben oui, d'accord. L'un et ben l'autre. Il y en a d'autres, et ça Bah oui, arrive. enfin, bon. quand même. Bon. Peut-être. Mais quels écrivains, bien sûr, ils sont suicidés. Je veux dire, en général, malheureusement, vous avez vu, comme c'est toujours les plus grands qui se suicident, c'est pas les plus mauvais. Bon. Enfin, donc Bernard-Henri Lévy a souhaité faire cela, et il a écrit un scénario dans ce sens. Et c'est l'histoire que je ne vous raconterai pas, mais brièvement, Oui, non, d'un écrivain oui. fatigué, lassé des soirées parisiennes, des prix, etc., et qui se retire au Mexique à bout de course, à bout de souffle, à bout d'écriture, et qui va retrouver là-bas une espèce de forme. Voilà. Et est-ce que suicide, une question un peu grave, donc, parce que c'est deux écrivains qui m'y font penser, est-ce que si votre vie devenait très difficile, si vous étiez très éprouvé physiquement, est-ce que c'est une solution que vous envisageriez? Mais non seulement je l'envisagerai, mais je suis persuadé de finir comme ça, et je pense que je le ferai. C'est vrai? Voilà, je vous le dis tout de go, oui. À ce point-là? Oui. Ah bon, mais c'est terrible. Le jour où j'aurai conscience et je prendrai conscience de ce que je veux, de ce que je sais, de ce que je pense, je m'en irai. Je préfère quitter la table, comme dit Aznavour, avant qu'elle soit desservie, parce que d'abord, il y a une espèce de respect que j'ai vis-à-vis de ce public qui est avec moi depuis 40 ans, qui m'a suivi, qui a une certaine image de moi, et puis j'ai moi-même, si vous voulez, une certaine image de moi. C'est un discours que je tenais plus familièrement, pas du tout, que je tenais plus facilement avant que j'ai 2 enfants. Maintenant, je crois que je retarderai l'échéance, mais si un jour, je veux dire, ce que je considère de pire, la maladie, l'impotence, je crois que j'aurai le courage de le faire. Alors, M je comme pense. metteur en scène, quels sont vos grands metteurs en scène? Ça, vous les connaissez, tout Oui. le monde les connaît. Bah, Il y a enfin, eu non, 4 mais- époques bien Ouais. distinctes Mais de ma enfin- vie. Il y a eu la période Visconti, la période Clément, la période Melville et la période Lauzet. Voilà. Ce qui n'empêche pas que j'ai aussi travaillé, Dieu merci, avec des gens aussi talentueux que Bertrand Blier, que j'ai fait 10 films avec Jacques Deray, 4 avec Henri Verneuil. Mais je veux dire, il y a eu 4 grandes époques de ma vie qui sont les 4 noms que je vous ai cités. Alors, voici des extraits de 3 films magnifiques et qui sont signés donc successivement Visconti, Melville et Bertrand Blier. Et ben voilà. Nous entrons. Un désert. Et tout à coup, un concert de piaillements désespérés se fait entendre au fond du couloir. C'étaient les religieuses qui s'étaient réfugiées dans la chapelle, tout agglutinées contre l'autel. Dieu sait ce qu'elle redoutait de cette dizaine de garçons surexcités qui sentaient la poudre et la sueur. Si vous les aviez vues, les pauvres, vieilles et laides comme elles étaient dans leurs robes noires, les yeux exorbités, déjà toutes prêtes à recevoir le martyr, elles jappaient comme des petits chiens. Tassonie leur crie. Rien à faire, mes sœurs, nous n'avons pas le temps. Nous reviendrons quand vous pourrez nous procurer des novices. Ça fait des années que j'ai envie de parler. J'ai l'intention de te parler pendant des heures. T'as pas peur que je m'emmerde? Tu t'emmerderas jamais autant que je me suis emmerdé. Maintenant, je m'amuse. Et toi aussi, tu vas t'amuser. Parce que j'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un mec vachement marrant. Je fais pas rigoler tout le monde, mais toi, je vais te faire rigoler. La scène se passe dans une chambre d'hôtel Terminus. J'adore les chambres d'hôtel Terminus. D'ailleurs, je me demande vraiment pourquoi on se fait chier à avoir des triplex et des résidences secondaires, alors qu'on est si bien dans une chambre d'hôtel Terminus.
Tiens. Si c'était à refaire, je crois que je bougerais pas d'ici. Et je regarderais passer les trains. Parce que moi aussi, j'aime ça, les trains. Quand je pense que j'ai passé ma vie à m'occuper de bagnoles et que la seule chose que j'aime, je viens de le découvrir, c'est le train. C'est un moyen de transport propice à l'imagination, c'est pas dangereux, et en plus, on y fait des rencontres. Et il y a même certains compartiments où on baise. Tu me diras, dans les bagnoles aussi, on baise. Dans les ascenseurs, dans les portes cochères, on baise partout. Dans les lits, même parfois. Tu permets que je termine mon histoire? Magnifique, C'est magnifique. Et ça, c'est Blier, je veux dire. C'est Blier, avant c'est Visconti, avant c'est... Ouais, c'est pas... Alors, vous avez d'ailleurs reçu un César. César, vous n'étiez d'ailleurs pas dans la salle. Quand vous avez eu le César, vous n'étiez pas dans la salle. Et puis l'année dernière, vous avez présidé les Césars. Demain, vous allez y aller aussi pour rendre hommage tout à fait différent. à Verneuil. Non, on va pas en parler. Alors, je rappelle, il y avait haut comme ours, mais il faut aller un peu vite. Vous êtes le seul Français à obtenir un ours d'honneur au Festival de Berlin. Et j'en viens à P. Alors, j'aurais pu mettre P comme politique. Mais alors, le prenez pas mal. Franchement, vos idées politiques, je m'en fous. Hein. Ça, alors, vous avez raison. Non, parce que moi, je préfère... Très bien, je ne connais pas les autres, les vôtres, mais peut-être que je m'en foutrais aussi, donc c'est pas un problème. Et moi, elles n'ont aucune importance. Aucune importance. Non, parce qu'un acteur, il est fait pour nous faire rêver, non pas pour nous replonger dans le microcosme. Vous l'avez dit, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps. C'est ça, le cinéma, c'est le rêve. Voilà, c'est le rêve. Et on a tué le rêve, on est en train de le tuer, en faisant du quotidien, en faisant du misérabilisme. Oui. Le cinéma, c'était fait pour regarder des choses, des êtres qu'on ne serait jamais. Oui. Vous comprenez ? Et ça, on a tué le rêve. Continuez. Alors, merci à vous. Alors, P comme passion. Alors là, P comme passion, parce qu'on va parler de... Vous avez eu différentes passions. On n'aura pas le temps de brosser, oui. Mais vous savez, ma vraie passion, quand même, ma vraie passion, c'est mon métier. Oui, que j'ai fait depuis 30 ans. Ça, c'est ma première passion, en dehors de ma vie privée. Je veux dire. Le reste, d'aucuns diront que c'est des violons d'Ingres ou des à côté, mais je veux dire, ma vraie passion, c'est ça. Mais par exemple, vous avez eu des passions, les chevaux. Oui, mais parce que je suis un être passionné, parce que je suis un être enthousiasme, parce que je suis un être qui m'émerveille, parce que j'ai peur de l'habitude, parce que j'ai peur de l'ennui. Et en étant perfectionniste dans votre En plus, en étant, vous voyez comme c'est pas simple. Ah oui, c'est pas simple. Je veux dire, pas être facile de vivre avec vous, quand même. Des fois. Mais je ne vous le fais pas dire. Et bon, mais je veux dire, c'est parfois aussi captivant. Bon, ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, donc, je suis un être de passion, et toute ma vie est faite de passion. Je veux dire, et quand je vous disais, je suis quelqu'un qui m'émerveille, parce que je veux dire, toutes les choses simples m'émerveillent. Je suis émerveillé par des conneries, par un fax, par un téléphone sans fil, par appeler New York. Ça me fascine, ça m'émerveille tout ça. Bon, et c'est des choses tout à fait simples, vous voyez. Et je vais vous citer une très belle phrase que j'avais depuis mon enfance, qui me fascine et que je trouve admirable. Picasso, qui était un génie, vous le savez, bon, puisqu'on aborde la peinture, disait: le matin, lorsque dans ma baignoire, je m'aperçois que je ne fonds pas comme une savonnette, déjà je m'émerveille. C'est ça super. Ah oui, c'est très joli. Bon. Ah, ça, je ne connaissais pas, admirable, oui. super. Alors, bon, évidemment, on va parler de la peinture. Vous voyez bien où je veux vous amener, c'est la peinture. Mais avant, quand même, la boxe. Alors, la boxe a été aussi une de vos passions. Une passion, parce que c'est vous-même qui avez organisé, et d'une manière extraordinaire, le championnat du monde entre Carlos Monzon et Bernard Boutier. Je ne vous le fais pas dire, Jean-Claude Boutier. Jean-Claude Boutier, pardon. Non, mais alors, ça, c'est aussi différent, je veux dire. C'est pas la boxe qui m'a passionné. J'ai toujours aimé la boxe, en tant que spectateur, plus qu'en tant que pratiquant. J'ai quand même plus vu que pratiqué. Mais là, c'est tout à fait, le problème était différent, c'était les stars. Il y avait une star fabuleuse qui s'appelait Monzon et une chance française qui s'appelait Boutier. Personne ne voulait, n'arrivait à concrétiser cette rencontre au sommet qui devait se dérouler. Je le voulais, je le souhaitais en France. Et c'est exactement comme dans le cinéma. Prenez des stars, et vous ne vous tromperez jamais, parce que ça, c'est passionnant de travailler avec des stars, pour des stars, au service des stars. C'est ça qui vous fait vibrer, c'est ce qui m'a fait vibrer dans la boxe. À propos de boxe... Vous parliez de chevaux tout à l'heure, j'ai eu des chevaux, j'étais champion du monde, j'ai poursuivi mon cheval, et je me suis arrêté après. Vous vous débrouillez pas mal dans toutes vos passions. Pas trop mal. Ah oui, non, mais très bien. Mais quand même, moi, juste pour le plaisir, je voudrais qu'on regarde quand même un combat de boxe tiré de Rocco et ses frères de Visconti. Vous êtes vraiment doué pour la boxe, on va le voir. Fuori i secondi. Ricordati quello che ti ho detto. Tieni la guardia alta e picchia di sinistro sull'occhio ferito. Quello destro. Sifu. Non fare il buono, pesta sull'occhio ferito, hai capito? Terza ed ultima ripresa.
On sent que vous avez été boxeur. Hein. Oui, mais je voudrais déjà vous dire que vous n'avez pas choisi le meilleur combat de Rocco et ses frères. Ça, c'est un combat au début du film lorsque j'étais amateur. Oui, vous avez vu les maillots. Bien, oui. Alors qu'à la fin, je finis en professionnel, champion d'Italie, etc. J'aime bien ce... Non, mais je tenais à le préciser. Ah, non, je peux faire mieux, peut mieux faire. Peut mieux faire. Alors, le collectionneur, votre grande passion, quand même, pour l'art, date de quand? Oh, ça remonte à 30 ans. Il y a 30 ans. Oui. De collectionner quoi, alors, dans les 30 ans? Écoutez, on va le faire très vite, parce que sinon on est là demain. Moi, j'ai commencé, je suis fasciné par le dessin, je suis un amoureux du dessin, le dessin ancien. J'ai fait à toutes les époques, à part le 18e, que je considère, si vous voulez, un peu trop sweet et qui ne correspond pas à ma personnalité. Et je n'aime pas du tout le dessin du 18e, à part, disons, les frères Tiepolo et Fragonard Watteau, c'est à peu près tout. Mais donc, j'ai collectionné les dessins depuis le 15e siècle jusqu'à maintenant, et c'est ma passion. Et j'ai d'ailleurs exposé les dessins qui m'appartiennent au cours du monde, vous le savez. Et puis du dessin, je suis arrivé à la peinture. Et puis j'ai connu toutes les formes évolutives de peinture et toutes les époques de peinture. Et mon œil se développe, évidemment, et on avance et on découvre des choses tout à fait nouvelles. Alors j'ai commencé par le dessin, puis je suis arrivé, si vous voulez, par l'école de Paris. Je suis passé à l'école de Barbizon, le 19e français, Delacroix, Géricault, Millet, Courbet, etc., Corot. Puis de là, je suis arrivé aux pré-impressionnistes, aux impressionnistes, et surtout après, à l'époque fauve, qui m'a amené à l'expressionnisme allemand, et ensuite maintenant au Cobra, et puis à l'école de Paris, et les années 50, et les... voilà. Ah oui, bon, pas mal. Tout ça, ça prend beaucoup de temps, tout ça, ça prend beaucoup d'études, beaucoup de travail, et surtout beaucoup de goût. Mais je crois qu'à la base, il y a aussi, si vous voulez, quelque chose, je ne vous parle pas en plus des à côté, des sculpteurs, de la sculpture, des bronzes. Et il y a, si vous voulez, un œil. Et j'ai eu la chance, bon, j'ai pas eu grand-chose dans ma vie, mais dans tous les domaines en général, on m'a toujours reconnu un œil. Et j'ai eu cet œil aussi pour le dessin et pour la peinture. Et je suis capable, si vous voulez, tout de suite de discerner les choses et de bien voir. Je ne peux pas vous dire demain avec certitude que ce tableau est vrai, mais je peux vous dire avec certitude que ce tableau de ce maître est faux. Parce que justement, je vous expliquerai pourquoi ce tel maître ne peut pas faire certaines erreurs de... Alors, à l'exposition La Passion privée, donc Passion privée au Musée d'Art moderne, il y a deux de vos toiles qui sont exposées. Il y a un cubiste de Glaze, il y a d'abord un Dufy qui est admirable, qui s'appelle fauve, la baie de Sainte-Adresse. Je voudrais qu'on le voit. Et dites-nous pourquoi vous aimez particulièrement ça. Ça, c'était une époque tout à fait particulière, parce que c'est une époque absolument admirable, qui a duré exactement 4 ans, 3 ans, de 1905 à 1908. C'est le fauvisme. C'est une espèce de déferlement. C'est une frénésie de couleurs, je veux dire pour ça qu'on a appelé le fauvisme, mais c'est une époque très brève, très rare, par justement sa qualité et sa rareté et le peu de temps, sa brièveté, si vous voulez, brièveté. Alors là, vous avez, Dufy n'était pas un grand fauve, il a peint, je veux dire, dans l'esprit du fauvisme à l'époque. Cette toile-là, je crois qu'elle est de 1907 au Havre, la baie de Sainte-Adresse, je veux dire, très inspirée par les grands vrais fauves qui étaient Vlamin, qui étaient Derain, qui étaient Matisse. Mais Dufy n'était pas, si vous voulez, à très peu peint de toile fauve. Ouais. Mais celle-ci est une de ses plus belles, est un chef-d'œuvre de Dufy. Et l'autre, c'est un Glaze. L'autre est un Glaze, un cubiste, voilà. Qu'on peut voir, donc voilà. C'est ça, c'est New York en 1918. Oui. Qui est très beau. Pourquoi vous aimez? Je l'ai aimé comme ça parce que c'est une toile c'est aussi l'évolution de mon œil, l'évolution dans ma peinture. Et j'étais intéressé par les cubistes, que ce soit Glaze, que ce soit Picasso à une certaine époque, ou que ce soit Juan Gris. Et je veux dire, le plus difficile dans ces passions-là, si vous voulez, c'est pas d'être passionné. Passionné, c'est à la portée de tout le monde. Ce qu'il faut, c'est travailler pour essayer d'avoir les moyens de ces passions. Ça, vous avez travaillé, vous êtes cultivé peu à peu. Mais j'ai fait ce métier, et mes premiers deniers, j'achetais des dessins, et des dessins anciens. Et je les ai toujours achetés avec le cœur, je les ai toujours achetés avec le sentiment, et je ne les ai jamais achetés, je veux dire, dans un but d'investissement ou de... Même si vous vous vendez pour pouvoir acheter, etc. Non, ça c'est le propre du vrai collectionneur. Le vrai collectionneur vend, je veux dire, pour pouvoir acheter mieux et meilleur. Voilà. Et c'est souvent très difficile de se séparer d'objets, même au bénéfice de d'autres à l'avenir. Alors on passe à R comme revolver. Pourquoi revolver? Vous rigolez? Non, je ne rigole pas, je ne suis pas venu avec mes revolvers. Attendez, pourquoi revolver? Ça a été quand même souvent votre outil de travail au cinéma, quand même. Ah, d'accord. Bah oui. Au cinéma, oui, précisé. Oui, au cinéma, ça a été... Ah ben non, je vous dis bien que vous n'avez pas un calibre sur vous, là, ça n'a pas été mon outil de travail, je veux dire. C'était une époque de films noirs, de ce qu'on appelait le polar. Et bon, qu'on était bandit ou voleur, qu'on était
flic ou voyou, évidemment, vous avez un stylo, Bernard Pivot, moi j'avais un revolver. Oui. Bon, ça c'est inévitable. Bien sûr, alors c'est vrai que j'ai fait... Est-ce que vous n'en avez pas on m'a trop reproché. fait, mais est-ce que vous n'avez pas trop fait quand même des polars, quand même, de les 15 dernières années, là, tantôt vous étiez un tueur, tantôt vous étiez un privé, tantôt vous étiez un flic. Est-ce que vous n'en avez pas trop fait? Est-ce que préciser là? Non, mais non, précise. Non, j'en ai pas trop fait. Pourquoi? Vous n'avez pas trop fait? Non, c'est tous les films, je veux dire, en général, qui m'ont permis de financer et de fabriquer les autres, je veux dire. Et je veux dire, j'étais, si vous voulez, je répondais quelque part toujours à une demande de, je ne dis pas mon public, mais d'un public qui souhaitait ce genre, je veux dire, les derniers polars que j'ai faits, que ce soit Parole de flic ou Pour la peau d'un flic ou Ne réveillez pas un flic qui dort. Oui, non, ça c'était tout à fait particulier. J'ai choisi le mot flic et on mettait toujours, parce que ça plaisait, parce que ça marchait, on mettait le mot flic dans un film. Je ne pense pas en avoir trop fait parce qu'ils étaient d'abord pas mauvais et ensuite c'était la demande d'un certain public, ce qui me permettait de faire les autres films à côté. Regardez ma filmographie et vous verrez. Un flic, un machin, un curé, un truc, un écrivain, un auteur. Bon, alors Thé comme théâtre, vous avez joué 2 fois au théâtre. Vous avez joué 2 fois. Oui. La deuxième fois, donc, c'était Les yeux crevés de Jean Caux. Oui. C'était en 1968. Oui. Et puis, la première fois... Alors, en 1960. En 1960. Chez Elvire Popesco, mise en scène par Visconti. Dommage qu'elle soit une putain, de John Ford, théâtre élisabétain. Ouais. Avec tout ce que le théâtre français comptait de plus brillant, de Valentine Tessier à Daniel Sorano, etc. À Lucien Barrault et on voit une scène avec Romy Schneider et vous. Ah, c'est pas vrai. Quelle surprise. Alors là, vous me gâtez. Regarde! Regarde-moi. Que vois-tu sur mon visage? L'égarement et une conscience troublée. La mort et une fureur révoltée. Et dans mes yeux, que vois-tu? Je vois que tu pleures. Je pleure en effet. Ce sont des larmes de deuil que je verse sur ta tombe. Ce sont les mêmes qui ruisselaient sur mon visage lorsque je t'aimais, sans oser te déclarer mon amour. Douce Annabelle, là, si je me mets ici à te redire l'histoire de notre vie, nous perdrions notre temps. Ô vous, esprit de l'air, et vous, toutes choses créées, témoignez! Il faut quand même rappeler, pour ceux qui ne le savaient pas, que le centre de l'intrigue de l'histoire était quand même l'histoire d'un amour incestueux entre un frère et une sœur. Voilà. Théâtre Élisabeth. Oui. Alors, bon, moi, j'ai eu la chance, si vous voulez, j'ai eu la chance de très tôt de travailler avec ce qu'il y avait de mieux. Bon, puisque Visconti au théâtre, avec tout le théâtre français, Romy, qui venait d'une grande famille de théâtre, son père était un acteur de théâtre, sa grand-mère était au théâtre de Vienne, c'était la Marie-Belle de Vienne. Et puis, en 1968, cette pièce de Jean Caux, où j'ai eu la chance d'avoir pour partenaire Marie-Belle, c'était, exceptionnel, mise en scène par Raymond Rouleau, qui était ce qu'il y avait de plus grand. Et après, j'ai un petit peu abandonné, délaissé le théâtre, parce que j'avais fait quelque part toutes les expériences théâtrales, j'avais travaillé ce qu'il y avait de plus grand, de mieux, d'exceptionnel. Et on me demandait toujours, mais alors le théâtre. Je dis, le théâtre, ça n'est pas ma vocation, ça n'est pas ma formation, j'ai déjà connu, c'est formidable. Si un jour, je trouve quelque chose qui me plaît, qui m'excite, qui me transcende, je le ferai. Et c'est arrivé 28 ans plus tard. Voilà. Donc, en septembre, on va vous voir Marigny avec Francis Huster dans une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle Variations énigmatiques. Voilà. Ça va être un formidable événement à la rentrée. Formidable, c'est vous qui le dites. Alors, attendez. Francis Huster, c'est un comédien et vous êtes un acteur. Alors, voilà. Pour reprendre ce que vous avez dit au début. Francis Huster, c'est un comédien. Et un sacré affrontement, là. Absolument, c'est deux écoles tout à fait différentes. L'un n'empêche pas l'autre. N'oubliez pas qu'à l'origine et à ses débuts, Jean-Paul Belmondo est un comédien de formation de comédien, conservatoire et tout. Bon. Donc c'est la rencontre de deux écoles, c'est la rencontre de deux styles, c'est vrai, sur une scène fabuleuse et dans une pièce moderne, tout à fait nouvelle, écrite, dit Éric et Emmanuel Schmitt, en pensant à moi. Et donc c'est tout ce qui me satisfait, tout ce qui me plaisait, tout ce qui m'excite et ce qui me donne envie de le faire. Alors V comme voyou. Préciser là aussi, je vois pas, oui. C'est parce que quand j'ai fait cette émission, comme ça, des gens souvent des gens qui vous aiment bien, qui vous aiment beaucoup, me disaient, mais au fond, tu vois,
Delon, c'est resté, il disait ça avec tendresse, c'est resté un voyou. Il a commencé, c'était un petit voyou quand il était jeune, etc. Puis il a fait des grands films. Et puis souvent, d'ailleurs, il a joué des acteurs, des rôles un peu de marginaux, de tueurs, de voyous, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu effectivement un homme riche, c'est devenu un homme très cultivé, qui fait beaucoup de choses. Mais au fond, dans sa manière d'être, ça reste quand même un voyou. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une façon de voir les choses. Ça peut être une façon de voir les choses, c'est la vôtre, et qui peut aussi rejoindre la même. Moi, je ne sais pas si je suis un voyou, si je suis resté un voyou. Ce que je sais, c'est que, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours été. Toute ma vie a été une suite et une séquence d'événements plus inattendus les uns que les autres. Je suis devenu acteur par accident. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait comme ça par hasard ou par chance ou par accident. Et je crois que ce que je suis et ce que j'ai su rester, c'est ce que j'étais dans la petite enfance, qui m'a terriblement marqué. Et je ne changerai jamais. Alors que ça s'appelle voyou, que ça s'appelle ce que vous voulez, je ne le renie pas, je ne le nie pas, et je suis très bien comme je suis, parce que je suis vraiment moi. Alors, une dépêche de l'AFP est tombée aujourd'hui, disant « Alain Delon a rencontré jeudi le roi de la cavale François Besse au parloir de la maison d'arrêt de Gradignan, près de Bordeaux. A-t-on appris de sources pénitentiaires ?» Ça, c'était hier. Vous voyez que j'ai une vie très mouvementée. Je vous répondrai simplement que ça fait partie de mes spontanéités personnelles ou de mes pulsions personnelles, que c'est une visite qui ne concerne que moi et la personne concernée, et que je n'ai pas envie de m'étendre et d'y répondre en place publique. Enfin, on donne des exemples, on dit que, il y a l'enfant, il y a une petite fille de 4 mois, parce que la mère est aussi en prison, non Oui, la mère est effectivement en prison. On cherche une famille d'accueil, et peut-être serez-vous cette famille d'accueil. Moi, j'essaie d'aider du mieux que je peux le faire, mais vous voyez que là, par exemple, vous êtes aussi en contradiction avec ce que vous pensiez que j'étais véritablement, égaux. Là, c'est vraiment pas le culte de moi, c'est le culte de l'autre. Oui, c'est ça. Bon. Bien. Alors, c'est drôle, Bernard Blier dit de vous « J'aime bien Alain parce qu'il a de l'équilibre, une saine insolence tranquille, le respect des hiérarchies professionnelles... » Et le mépris. Le mépris des autorités usurpées, le goût de la vie violente, brève et intense. Ça vous va, c'est bien. Tout à fait. Hein? Absolument. Bon, et puis alors ça, c'était Pascal Jardin dans La guerre à 9 ans, qui faisait un portrait de vous, et il dit, le portrait d'Asselon, il dit « Sa richesse vient du fait qu'il est multiple et que tous les personnages qui cohabitent en lui s'entendent mal entre eux. D'où des abrupts sanglants, des passages imprévisibles, de la colère à la tendresse. » Vous avez tout compris. Ouais. Bah oui, mais c'est pas moi. Il l'avait compris. Il avait compris. J'espère que les téléspectateurs comprendront aussi. Un personnage shakespearien égaré dans une époque de série noire, il promène sur le monde un regard d'acier, où semblent briller des larmes venues de la petite enfance. Ça correspond à ce que je vous disais précédemment. Tout ça vient de la petite enfance et je suis ce que j'étais dans la petite enfance et je le resterai jusqu'à la fin. V comme vérité, vous avez dit toute la vérité Je dis toujours la vérité. J'ai appris pas grand-chose à l'école, mais une des premières choses qu'on m'a appris, c'est que le plus court chemin d'un point à l'autre, c'était la ligne droite. Et toute ma vie, j'ai pris les lignes droites. Oui. Ça ne me fait pas toujours plaisir. Oui. Et puis parfois, il y a des carambolages dans les lignes droites. Exactement, mais je prends la ligne droite. Oui. Bon, alors Z, c'est le dernier. Z comme Zorro. Voilà, c'est un vrai film populaire. C'était... Zorro, c'est particulier aussi. C'est un film populaire. J'ai fait quand mon fils avait 9 ans. Vous savez que on a toujours été, on a toujours été pour ses enfants, pour son fils, à un certain moment de sa vie, Zorro, Robin des Bois, le plus beau, le plus grand, le plus fort. Et j'ai voulu, à cette époque-là, pour mon fils, faire ce film pour qu'il soit quelque part, comme ça, naïvement, bêtement, gentiment, le fils de Zorro. Et j'ai fait ce film pour mon fils. Il avait 9 ans. Et à l'école, pendant quelques temps, il a été le fils de Zorro. Eh ben, votre autre fils, qui s'appelle, je crois, Alain Fabien. Alain Fabien, et il sera de nouveau le fils de Zorro. Je fais une parenthèse, je rajoute à Z, je dirais Zazie. C'est une chanteuse d'aujourd'hui, tout à fait moderne, que j'affectionne particulièrement et que j'aime beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup de talent. Oui. Elle s'appelle Zazie, ne pas confondre avec Zazie, l'autre qui prenait le métro. Ça, c'est une chanteuse. Oui, bon, voilà. Bien. Alors, on va terminer. Est-ce qu'il y a, il n'y a pas de mots que j'aurais oubliés il y en a beaucoup, mais ça pourrait faire le sujet d'une autre émission. Je vous sais gré, par contre, je vous sais gré de ne pas m'avoir parlé
de la mort triste du président François Mitterrand, de ne Non, pas non, m'avoir parlé ouais. du divorce de Lady Di et de Charles. Ah, non, attends, non, Non, mais vous auriez pu. non. Ni Alors, du sida, dont on a tout dit, le voilà. bien et trop et n'importe questionnaire, quoi. questionnaire de fin d'émission, votre mot préféré. Ah, c'est fini. Ah oui, bah oui. Non, attendez, On reviendra. même je prends du retard, mais c'est la centième. Il faudra alors. faire La 200e, une donc on- lettre par émission. A, je vous jure, on la remplit. Bien A, sûr, B, oui, C, ah oui, D, non, comme mais ça. c'est- Alors, votre mot préféré, Alain Delon. Honneur. Le mot que vous détestez. Virtuel. Votre drogue favorite. L'amour. Le son, le bruit que vous aimez. Le bruit du loup. Le hurlement du loup la nuit dans la forêt. Ah bon, c'est celui que vous Oui. aimez. Ah ouais. Alors, le son, le bruit que vous détestez. Le bruit des fusils qui tirent les loups et tous les autres animaux. Votre juron, gros mot ou blasphème favori. Ah ça, vous l'allez chercher. Ah oui, oui. C'est quoi? Putain de merde. Putain de merde, c'est bien français. Eh ben voilà. C'est très bien. Mais je suis bien français, croyez-moi. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque. Je dirais Charles de Gaulle ou Brigitte Bardot, et pourquoi pas les deux. Ensemble, oui, pourquoi Oui. pas, oui, c'est vrai, sur un billet de 500 francs. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Maître nageur. Ah oui, la piscine. J'ai horreur de l'eau, et puis je me serais très vite ennuyé, j'aurais pas la patience. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné. Alors tout de suite, un Malinois, c'est un berger belge. Oui. J'ai eu dans mon enfance une malinoise. Voilà. Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire à vous, Alain Delon? Alors je vais vous le dire. Puisque tel est ton plus grand et ton plus profond regret, je le sais. Viens, je te mène à ton père et ta mère, afin que pour la première fois, enfin, tu les vois ensemble. Émouvant, superbe et émouvant. Merci. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer des livres que je devais vous montrer, notamment Corot. Vous irez voir l'exposition Corot? Oui, Bon, vous j'ai irez la voir- chance de posséder des petits coraux très beaux. Bon, c'est ça. Bon, vous irez la voir, donc c'est au Grand Bien Palais. Vous irez voir. Je ne peux pas montrer, il y a plein de coraux, mais On a je pris du- je n'ai plus le temps on a d'appeler de dépassé, retard. là. Je voudrais montrer simplement le Robert Craven, Le Tour du monde du cinéma français. C'est une histoire du cinéma français à l'étranger aux éditions Dixit. Et puis quand même l'Antonioni de Aldo Tasson aux éditions Flammarion. Et puis ça, je vais vous le donner, Crise et grouchotement de Groucho Marx. Ça ne vous a pas fait rire tout à l'heure, je vous assure que c'est... Ça n'a fait rire personne, je vous signale. Mais oui, mais c'est idiot. Vous n'avez pas d'humour, vous n'avez pas d'humour. Écoutez, Mais je sais non. pas, regardez quels sont vos invités, ça Mais n'a fait rire oui, personne. mais non, sont mais des non, gens ce sont qui les comprennent. vôtres, sont les vôtres, sont Ah bon. les vôtres, évidemment. Ils ont, mais non, il y avait des choses formidables, mais bon, je vous le Merci, donne quand même. merci voilà. pour Groucho. Et puis, il y a les pensées de Marx Brothers. Ah, bah, bien sûr. Les pensées de qui Et voilà. Et puis, des Marx Brothers. Et voilà. Et Rocco et ses frères, voilà, de Luchino Visconti. On peut trouver ça chez RCV, c'est diffusé prends. par la Fnac. Voilà, vous prenez. Et ça, vous avez la version française et la version italienne. Hein. Et Ah puis oui. Casanova, c'est un film moi, que j'aimais beaucoup. Avec Moi aussi, moi aussi. d'Edouard Niernemans. Très injuste. Et vous très prenez tout injuste. là. Beau travail d'acteur. Et la tulipe noire, voilà. Ah, magnifique, magnifique. Voilà, bon. Mais non, mais je donne pas les autres. Bon, alors, alors, je termine en disant, puisque c'était la 200e émission de Bouillon de Culture, je voudrais évidemment remercier tous mes collaborateurs qui travaillent avec moi depuis le début, et notamment, en plus de Michel Herman qui a réalisé cette émission, les deux autres réalisateurs, Elisabeth Préchet et Alexandre Tarta. Et puis, merci à tous les techniciens du plateau du studio Pierre Desgroupes. Et puis, alors, une gratitude particulière pour celle qui est mon assistante depuis 25 ans. Il y a 25 ans, il y a 8 jours. 25 ans, c'est donc ces jours derniers. Là, c'est pas mal. C'est la précieuse, irremplaçable et très sainte Anne-Marie Bourgnon. Je suis sûr qu'elle est déjà en train de rougir parce qu'elle est là-bas en train de la filmer à son insu. Voilà. Et puis alors, un merci spécial à la FNAC, qui est mon partenaire fidèle et valorisant depuis le début de Bouillon de Culture. Hein, ça ne s'est jamais démenti. Depuis le premier numéro, donc la FNAC, qui est représentée ici ce soir par Jean-Paul Giraud, qui est le directeur général, et par Jacques Margules, qui est le directeur de la communication. Alors, mes excuses à Claude Sérillon pour avoir va prendre un peu de retard pour son Géopolis consacré à l'Espagne, à la veille des élections en Espagne, mais c'était quand même la 200e. Et puis, alors, donc à partir du 28 mars jusqu'au 28 avril, 52 films d'Alain Delon à la Cinémathèque française. Et puis donc, je termine cette 200e émission en vous remerciant, Alain Delon. Merci beaucoup. C'est moi, cher Bernard Pivot. Merci. Merci. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine.